Thomas Martinez pensait juste accomplir un geste de bonté ordinaire ce matin-là, mais ce qu'il ignorait, c'est que cet homme en haillons qu'il venait d'aider allait bouleverser sa vie à jamais. Comment aurait-il pu deviner que sous ses vêtements déchirés et ce visage sale se cachait l'un des hommes les plus puissants de la ville? Cette histoire commence par un simple sandwich partagé, mais elle va vous montrer que parfois, la vie nous réserve des surprises qui dépassent l'imagination. Ce mardi matin de novembre, Thomas se réveilla avant l'aube comme tous les jours. Dans son petit appartement d'une pièce au 5e étage sans ascenseur, il enfila son uniforme de livreur déjà usé aux genoux. L'eau chaude avait encore été coupée dans l'immeuble. Il se lava le visage à l'eau froide, frissonnant devant le miroir fissuré de sa salle de bain minuscule. 28 ans, et il en paraissait 10 de plus. Les cernes sous ses yeux trahissaient ses nuits trop courtes, ses doubles journées de travail pour joindre les deux bouts. Il descendit les escaliers en évitant la marche du 3e étage qui grinçait. Madame Dubois, sa voisine, dormait encore et elle détestait être réveillée tôt. Dehors, le froid de novembre le gifla au visage. 6 heures du matin et la rue était déjà animée. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, les premiers bus passaient en crachotant leur fumée noire, et les sans-abri se réveillaient lentement sur leurs cartons humides. Thomas enfourcha son vieux scooter qui peinait à démarrer. Après 3 tentatives, le moteur toussa enfin. Il avait 1 heure de route jusqu'à l'entrepôt où il devait charger ses colis. 120 livraisons par jour pour un salaire qui suffisait à peine à payer son loyer et sa nourriture. Mais il ne se plaignait jamais. Il avait un toit, c'était déjà beaucoup. Sur le chemin, il s'arrêta comme chaque matin à la boulangerie du coin. Madame Chen lui gardait toujours les invendus de la veille à moitié prix. 2 croissants rassis et un sandwich jambon-beurre qui commençait à durcir. C'était son petit déjeuner et son déjeuner combiné. Il glissa les victuailles dans son sac et repartit dans le froid mordant. Arrivé à l'entrepôt, il croisa son chef qui ne lui adressa même pas un regard. Monsieur Bertrand était de ces hommes qui considéraient les livreurs comme des machines interchangeables. Pas de bonjour, pas de reconnaissance, juste des ordres secs et des reproches constants. Thomas chargea sa remorque méthodiquement. Chaque colis à sa place, optimisé pour les livraisons dans l'ordre du planning. Il avait appris à ne jamais perdre une minute. La matinée passa dans un flou de rues, d'escaliers et de portes qui se fermaient trop vite. Certains clients le remerciaient, d'autres ne le regardaient même pas. À midi, il n'avait livré que 60 colis. Il était en retard. Son estomac criait famine, mais il n'avait pas le temps de s'arrêter. Monsieur Bertrand lui avait clairement dit que s'il ne terminait pas ses 120 livraisons avant 18 heures, il serait sanctionné. C'est en traversant le quartier d'affaires que Thomas aperçut le mendiant. Assis contre le mur d'un immeuble de verre et d'acier rutilant, l'homme était recroquevillé dans une couverture trouée. Ses cheveux gris et emmêlés pendaient devant son visage creusé. Ses mains sales tremblaient de froid. Devant lui, un gobelet en carton presque vide contenait quelques pièces jaunes. Les gens passaient sans même le regarder. Des hommes en costume 3 pièces, des femmes en tailleur élégant, tous pressés, tous indifférents. Le mendiant tendait parfois une main vers eux, murmurant quelque chose d'inaudible, mais personne ne s'arrêtait. Thomas avait vu cette scène des centaines de fois dans sa vie. D'habitude, il continuait son chemin. Lui aussi avait à peine de quoi survivre. Mais ce jour-là, quelque chose le stoppa net. Peut-être était-ce la façon dont le vieil homme tremblait. Peut-être était-ce son regard quand il leva brièvement les yeux vers lui. Un regard qui n'implorait pas, qui ne suppliait pas, mais qui observait simplement. Un regard étrangement perçant pour un homme dans cet état. Thomas hésita. Il pensa à son sandwich dans son sac, son seul repas jusqu'au soir. Puis, il pensa à cet homme qui n'avait probablement rien mangé depuis des jours. Il fouilla dans sa poche, y trouva les 3 euros de monnaie qui lui restèrent de la boulangerie. Il s'approcha du mendiant. Le vieil homme leva les yeux. De près, Thomas put voir à quel point il était amaigri. Ses joues creuses, ses lèvres gercées, ses vêtements en lambeaux qui sentaient la rue et la misère. Thomas déposa les pièces dans le gobelet, puis, dans un élan qu'il ne s'expliqua pas lui-même, il sortit son sandwich de son sac. Le pain était dur, le jambon probablement pas très frais, mais c'était de la nourriture. Il le tendit au mendiant sans dire un mot. L'homme le regarda avec une expression indéchiffrable. Ses doigts comme tremblants se refermèrent sur le sandwich. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. Juste un hochement de tête lent. Thomas se releva, mal à l'aise soudain. Il n'aimait pas qu'on le remercie pour ses bonnes actions.
Il fit un pas en arrière quand le mendiant parla enfin. Sa voix était rauque, usée, mais curieusement ferme pour un homme dans son état. Fais attention à toi, jeune homme. Les rues sont dangereuses pour ceux qui ont bon cœur. Thomas ne répondit pas. Il remonta sur son scooter et repartit vers ses livraisons. Il ne savait pas encore que ce bref échange allait changer le cours de son existence. Il ne savait pas que cet homme n'était pas celui qu'il croyait. Il ne savait pas que, quelque part dans un bureau au 40e étage de l'immeuble juste derrière lui, quelqu'un l'observait à travers une caméra de surveillance. Les jours suivants s'écoulèrent normalement. Thomas continua ses livraisons, ses journées de 14 heures, son métro-boulot-dodo épuisant. Il avait oublié le mendiant, ou du moins, il essayait. Mais parfois, en traversant ce quartier, il jetait un coup d'œil vers le mur où l'homme était assis. Il n'y était plus. Avait-il trouvé un abri? Était-il parti ailleurs? Thomas se dit que ce n'était pas ses affaires et continua sa route. 2 semaines plus tard, un vendredi après-midi pluvieux, Thomas reçut un coup de téléphone. Numéro inconnu, il décrocha en coinçant le portable entre son épaule et son oreille, les mains occupées à charger un colis lourd. « Monsieur Martinez ?»« Oui, c'est moi. Ici, Stéphanie Moreau, assistante de direction chez Novacorp Industries. Monsieur Leblanc souhaite vous rencontrer lundi à 9 heures. » Thomas faillit lâcher son colis. Novacorp Industries, le géant de la technologie qui dominait la ville, l'entreprise qui possédait la moitié des immeubles du quartier d'affaires. Monsieur Leblanc, le PDG mythique que personne ne voyait jamais, qui bâtissait des empires en restant dans l'ombre. « Je crois qu'il y a une erreur, madame. Je suis livreur. Je ne travaille pas dans votre secteur. » « Il n'y a pas d'erreur, monsieur Martinez. Monsieur Leblanc a spécifiquement demandé à vous voir. L'adresse vous sera envoyée par SMS. Soyez ponctuel. » La ligne se coupa. Thomas resta planté là, le téléphone à la main, sous la pluie qui commençait à tremper son uniforme. Qu'est-ce que le PDG de Novacorp pouvait bien lui vouloir? Avait-il endommagé un colis important? Allait-il être poursuivi en justice? Son esprit s'emballa avec toutes les possibilités, chacune plus angoissante que la précédente. Le week-end fut une torture. Thomas ne dormit presque pas. Il retourna 100 fois dans sa tête tous les colis qu'il avait livrés ces derniers mois. Rien de spécial pour Novacorp. Il n'y avait jamais mis les pieds. Pourquoi lui? Le lundi matin, il se leva à 5 heures. Il n'avait qu'un seul costume, acheté d'occasion pour l'enterrement de sa grand-mère 3 ans plus tôt. Il était trop large aux épaules et trop court aux chevilles, mais c'était tout ce qu'il avait. Il le repassa du mieux qu'il put, cira ses vieilles chaussures, se rasa soigneusement. À 8h30, il était devant l'immeuble Novacorp, une tour de verre et d'acier de 50 étages qui semblait toucher les nuages. L'entrée principale était gardée par un vigile en uniforme impeccable qui le toisa de la tête aux pieds avec un mépris à peine dissimulé. « Je suis attendu par monsieur Leblanc. » Le vigile vérifia sur son écran, sourcils froncés, visiblement incrédule qu'un type comme Thomas puisse avoir rendez-vous avec le grand patron. Finalement, il lui tendit un badge visiteur. 40e étage, ascenseur de gauche. Thomas traversa le hall immense, ses pas résonnant sur le marbre blanc. Partout, des employés en tenue élégante circulaient avec des dossiers, des tablettes, l'air important et pressé. Il se sentait comme un intrus dans ce monde de luxe et de pouvoir. L'ascenseur monta si vite que son estomac se retourna. Au 40e étage, les portes s'ouvrirent sur un couloir aux murs ornés d'œuvres d'art moderne que Thomas ne comprenait pas. Une femme blonde en tailleur strict l'attendait. « Monsieur Martinez, suivez-moi. » Elle le guida à travers un dédale de bureaux aux cloisons vitrées. Partout, des écrans géants affichaient des graphiques, des chiffres, des cartes du monde. Ils arrivèrent enfin devant une double porte en bois massif. La femme frappa doucement. « Entrez. » Thomas pénétra dans le bureau le plus luxueux qu'il ait jamais vu. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur toute la ville. Un bureau en bois précieux occupait le centre de la pièce, derrière lequel était assis un homme en costume sur mesure. Mais ce n'était pas l'homme qui choqua Thomas. C'était son visage. Ce visage qu'il avait vu 2 semaines plus tôt, sale et creusé, encadré de cheveux gris emmêlés. Ce visage du mendiant à qui il avait donné son sandwich. Thomas resta bouche bée, incapable d'articuler un mot. L'homme sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux perçants. « Bonjour Thomas, je suis Alexandre Leblanc. Asseyez-vous, je vous prie. » Thomas s'assit mécaniquement, son cerveau refusant de comprendre ce qu'il voyait. Le mendiant, le PDG, la même personne,
Comment était-ce possible? Je vois que vous êtes surpris. C'est normal. Laissez-moi vous expliquer. Alexandre Leblanc se leva et marcha vers la baie vitrée, les mains dans le dos, observant la ville en contrebas. Il y a 15 ans, j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. J'ai gravi tous les échelons, sacrifié ma vie personnelle, perdu ma famille dans ma quête de succès. Aujourd'hui, Novacorp emploie 15 000 personnes et génère 3 milliards de chiffre d'affaires annuel. Je suis riche au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Il se retourna vers Thomas, son regard soudain plus sombre. Mais savez-vous ce qui arrive quand on atteint ce niveau de pouvoir? On est entouré de menteurs, de flatteurs, de gens qui vous sourient en face et vous poignardent dans le dos, des employés qui travaillent par peur, pas par conviction, des associés qui ne voient en vous qu'un distributeur d'argent. Thomas écoutait, fasciné malgré lui. Il y a 6 mois, j'ai appris que j'étais gravement malade. Cancer du pancréas, stade 3. Les médecins me donnaient 1 an à vivre, peut-être moins. Cette nouvelle m'a fait réfléchir. À quoi bon tout cet argent, tout ce pouvoir, si je suis entouré de vautours qui attendent ma mort pour se partager mon empire? Il revint s'asseoir, fixant Thomas intensément. J'ai décidé de faire une expérience. Une dernière expérience avant de partir. Je voulais voir s'il restait de la bonté dans ce monde. De la vraie bonté désintéressée. Pas celle qu'on achète avec de l'argent ou du pouvoir. Thomas commençait à comprendre où cette conversation menait. Pendant 3 semaines, je me suis déguisé en mendiant. J'ai installé des caméras discrètes aux endroits stratégiques de la ville. J'ai observé les gens. J'ai tendu la main à des milliers de personnes. Des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux. Savez-vous combien m'ont aidé? Thomas secoua la tête, la gorge serrée. 12. Sur plusieurs milliers de personnes, seulement 12 ont fait un geste. La plupart m'ont donné une pièce en passant, sans même me regarder. Certains m'ont donné un billet, probablement pour se donner bonne conscience. Mais vous, Thomas Martinez, vous avez fait quelque chose de différent. Il ouvrit un tiroir et en sortit une photo. On y voyait Thomas, en uniforme de livreur, tendant son sandwich au mendiant. Vous m'avez donné votre repas, votre seul repas de la journée. Vous n'êtes pas riche, vous gagnez à peine de quoi survivre. Et pourtant, vous avez partagé. Sans hésitation, sans attendre de remerciements. Vous êtes reparti immédiatement, comme si c'était naturel. Thomas ne savait pas quoi dire. Il se sentait étrangement gêné. J'ai fait des recherches sur vous. 28 ans, orphelin depuis l'âge de 14 ans, élevé en foyer. Vous avez arrêté l'école à 16 ans pour travailler. Livreur depuis 10 ans chez Express Logistics. Aucune dette, aucun casier judiciaire, aucune plainte de client. Vous vivez seul dans un petit appartement. Vous ne dépensez presque rien. Vous économisez chaque centime. Pourquoi exactement? Pour acheter une camionnette, répondit Thomas doucement. Pour monter ma propre entreprise de livraison un jour. Pour ne plus dépendre d'un patron qui me traite comme un chien. Alexandre Leblanc hocha la tête lentement. Voilà, un rêve simple, honnête. Vous voulez juste être votre propre patron, vivre dignement de votre travail. Pas de yacht, pas de voiture de luxe, pas de désir de dominer le monde. Juste vivre. Il se leva de nouveau, marchant de long en large. Thomas, je vais vous faire une proposition. Une proposition qui va vous paraître folle, mais je vous demande de l'écouter jusqu'au bout. Thomas sentit son cœur battre plus vite. Qu'est-ce que cet homme voulait de lui? Je cherche un successeur. Quelqu'un qui reprendra les rênes de Novacorp quand je ne serai plus là. Pas mon fils, qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie et qui dépense mon argent dans les casinos. Pas mes associés, qui rêvent de dépecer l'entreprise pour se partager les morceaux. Quelqu'un de neuf. Quelqu'un qui comprend ce que c'est que de travailler dur pour survivre. Quelqu'un qui a de l'empathie. Il planta son regard dans celui de Thomas. Je vous offre un poste de directeur adjoint, à compter d'aujourd'hui. Salaire de départ, 200 000 € par an. Vous travaillerez à mes côtés pendant les mois qui me restent. Je vous formerai personnellement. Et si vous prouvez que vous avez ce qu'il faut, vous deviendrez PDG de Novacorp le jour de ma mort. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. 200 000 €, le salaire qu'il mettrait 50 ans à gagner comme livreur. Directeur adjoint. PDG. C'était impossible. C'était de la folie. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je n'ai aucune qualification. Je n'ai même pas fini le lycée. Je ne connais rien aux affaires. Alexandre Leblanc sourit. Un vrai sourire cette fois. Les diplômes, ça s'achète. Les compétences, ça s'apprend. Mais le caractère, ça ne se fabrique pas. Vous avez donné votre repas à un mendiant alors que vous aviez faim.
Cette action en dit plus sur vous que n'importe quel diplôme de Harvard. Thomas secoua la tête, submergé. C'est trop. Je ne peux pas accepter. Je ne mérite pas ça. Qui décide de ce que vous méritez? Vous avez travaillé comme un forcené pendant 10 ans pour survivre. Vous n'avez jamais volé, jamais menti, jamais blessé personne. Vous vivez humblement alors que des incompétents gagnent des fortunes. Qui mérite quoi dans ce monde, Thomas? La voix d'Alexandre s'était faite plus dure. Laissez-moi vous dire quelque chose. La vie n'est pas juste, mais parfois, très rarement, on a l'occasion de rétablir un peu d'équilibre. Je vous offre cette chance non pas parce que vous la méritez, mais parce que des milliers d'autres ne la méritent certainement pas. Thomas resta silencieux un long moment. Son esprit tournait à toute vitesse. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir un piège. Qu'est-ce que vous attendez de moi en retour? Votre loyauté, votre honnêteté, que vous dirigiez cette entreprise selon vos valeurs, pas selon la cupidité. Que vous preniez soin des 15 000 employés de Novacor comme s'ils étaient votre famille. Que vous continuiez l'œuvre que j'ai commencée. Et si j'échoue, alors au moins j'aurai essayé. Mais je ne crois pas que vous échouerez, Thomas. Vous savez ce que c'est que de se battre pour survivre. Vous savez ce que c'est que d'être traité comme rien. Vous ne ferez pas subir ça à d'autres. Thomas prit une grande inspiration. C'était le moment le plus surréaliste de sa vie. Il y a 1 heure, il était un livreur anonyme. Maintenant, on lui offrait les clés d'un empire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 48 heures. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous refusez, je comprendrai. Mais ne refusez pas par peur. Ne refusez pas parce que vous pensez ne pas être à la hauteur. Nous sommes tous à la hauteur de ce que nous osons entreprendre. Thomas quitta le bureau dans un état second. Dans l'ascenseur qui le ramenait au rez-de-chaussée, il croisa son reflet dans les miroirs. Le même visage fatigué, les mêmes cernes, le même costume trop grand. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Les 2 jours suivants furent un cauchemar. Thomas n'arriva pas à dormir, pas à manger, pas à se concentrer sur ses livraisons. Son chef l'engueula 3 fois pour des retards. Il s'en fichait. Son esprit était ailleurs. Il pensait à tous les pour et tous les contre. Accepter signifiait quitter le seul métier qu'il connaissait, se jeter dans un monde inconnu, risquer l'échec public, l'humiliation. Refuser signifiait rester dans sa vie médiocre, continuer à survivre plutôt que vivre, laisser passer la chance d'une vie. Le mardi soir, il alla marcher dans le quartier où il avait rencontré le mendiant. Il regarda les immeubles luxueux, les gens pressés, toute cette richesse qui circulait sans jamais l'atteindre. Et il pensa à ce qu'Alexandre Leblanc avait dit. « Qui décide de ce que vous méritez ?» Le mercredi matin, il appela le numéro que l'assistante lui avait laissé. « C'est Thomas Martinez. Je dois parler à Monsieur Leblanc. Un instant, s'il vous plaît. » La voix d'Alexandre résonna quelques secondes plus tard. « J'accepte. » Il y eut un silence, puis un long soupir de soulagement. « Vous ne le regretterez pas, Thomas. Soyez ici lundi matin, 8 heures. Votre nouvelle vie commence. » Thomas raccrocha. Il regarda autour de lui, son petit appartement minable, ses affaires qui tenaient dans 2 valises. Il avait peur, il était terrifié, mais pour la première fois de sa vie, il avait aussi de l'espoir. Le lundi suivant, Thomas se présenta à Novacorp avec le même costume trop grand, mais cette fois avec un badge d'employé permanent. L'assistante, Stéphanie, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Monsieur Leblanc vous attend. Mais d'abord, nous avons prévu quelques aménagements. » Elle le guida vers un bureau spacieux au 38e étage. Des baies vitrées, un ordinateur dernier cri, des fauteuils en cuir. C'est votre bureau. Vous trouverez également cette carte de crédit d'entreprise. Elle a une limite de 50 000 € par mois. Monsieur Leblanc insiste pour que vous vous équipiez correctement. Costume, appartement décent, voiture si nécessaire. Vous représentez Novacorp maintenant. Thomas prit la carte comme si c'était une bombe. 50 000 € par mois. Il gagnait 1 200 € actuellement. Les premières semaines furent éprouvantes. Alexandre Leblanc ne lui fit aucun cadeau. Réunion dès 7 heures du matin, lecture de rapports financiers, rencontre avec les chefs de département, déjeuner d'affaires. Thomas se sentait complètement dépassé. Mais Alexandre était patient. Il expliquait, répétait, guidait. Il lui apprenait à lire un bilan, à négocier un contrat, à gérer une équipe, et surtout, il lui apprenait la chose la plus importante, écouter. Les employés ne sont pas des ressources humaines, Thomas, ce sont des êtres humains. Écoutez-les, comprenez leurs problèmes, traitez-les avec dignité, le reste viendra naturellement. Thomas appliquait ses conseils. Il passait du temps dans les différents départements,
parlait aux employés de tous les niveaux, du technicien de maintenance au directeur financier. Et il découvrait un monde de tensions cachées, de rancœurs, de problèmes jamais résolus. Au 4e étage, il rencontra Céline, une jeune mère célibataire qui travaillait au service comptabilité. Elle lui confia qu'elle devait souvent emmener sa fille de 6 ans au bureau après l'école car elle n'avait pas les moyens de payer une garde. « C'est interdit normalement, dit-elle en baissant les yeux. Mais je n'ai pas le choix. Mon chef fait semblant de ne pas voir. » Thomas nota mentalement le problème. Le lendemain, il proposa à Alexandre la création d'une crèche d'entreprise. « Ça coûtera cher, objecta le PDG. Ça nous coûtera moins cher que de perdre de bons employés parce qu'ils ne peuvent pas concilier travail et famille. » Et c'est juste. Alexandre sourit. « Vous apprenez vite. » Le projet de crèche fut approuvé. Quand Céline l'apprit, elle vint le remercier en pleurant. Thomas réalisa alors qu'il avait le pouvoir de changer des vies. Pas seulement la sienne, mais celle de milliers de personnes. Mais tout le monde n'était pas ravi de l'ascension fulgurante de Thomas. Au conseil d'administration, les associés d'Alexandre le regardaient avec un mélange de mépris et de méfiance. Julien Moreau, le directeur financier, était le plus virulent. « C'est une blague ? Un livreur sans diplôme qui devient directeur adjoint ? » « Alexandre, tu perds la tête. » Alexandre répondit calmement. « Thomas a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. De l'intégrité. Quelque chose qui te manque cruellement, Julien. » La tension dans la salle de réunion était palpable. Julien serra les mâchoires. « Tu le regretteras. Cette entreprise mérite mieux qu'un projet de charité. » Dans les semaines qui suivirent, Thomas sentit l'hostilité grandir. Des rumeurs circulaient sur son passé, sur son incompétence supposée. Certains cadres refusaient ouvertement de suivre ses directives. Il entendit des rires moqueurs quand il passait dans les couloirs. Un soir, il resta tard au bureau, submergé par des rapports qu'il ne comprenait qu'à moitié. Alexandre entra sans frapper. « Tu doutes ?» Thomas leva les yeux, fatigué. « Tous les jours, je ne suis pas sûr d'être à ma place ici. Peut-être que Julien a raison, peut-être que je suis juste un imposteur. » Alexandre s'assit en face de lui. « Laisse-moi te raconter mon histoire. Quand j'ai fondé Nova Corp, j'avais 23 ans et pas un sou en poche. J'ai dormi dans ma voiture pendant 6 mois. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 1 an. Les banques me claquèrent la porte au nez. Les gens riaient de mes idées. Mais j'ai continué. Tu sais pourquoi ? Parce que vous croyez en votre projet ? Parce que j'avais tout à prouver et rien à perdre. Exactement comme toi aujourd'hui, tu es arrivé d'en bas, Thomas. Tu sais ce que c'est que de souffrir, de se battre. Utilise cette expérience. C'est ta force, pas ta faiblesse. » Ces mots redonnèrent du courage à Thomas. Il se remit au travail avec une détermination renouvelée. Il étudiait tard le soir, posait des questions, observait, apprenait. Et lentement, très lentement, il commençait à comprendre comment l'entreprise fonctionnait. 3 mois après son arrivée, Thomas assista à sa première grande négociation. NovaCorp discutait d'un partenariat avec une entreprise japonaise. Alexandre menait les discussions, mais il invita Thomas à observer. Les Japonais étaient durs en affaires. Ils exigeaient des concessions importantes, menaçaient de se retirer si leurs conditions n'étaient pas acceptées. Julien Moreau, présent à la réunion, pressait Alexandre d'accepter. « C'est une opportunité unique. On ne peut pas la laisser passer. » Mais Thomas remarqua quelque chose. Les Japonais avaient besoin de ce partenariat autant que NovaCorp, peut-être même plus. Leur insistance cachait une urgence. Il se pencha vers Alexandre et chuchota. « Ils bluffent ? Leurs chiffres trimestriels sont catastrophiques. Ils ont plus à perdre que nous. » Alexandre étudia Thomas un instant, puis se tourna vers les Japonais. « Messieurs, je crois que nous devrions prendre une pause. Nous reprendrons demain. » Les Japonais semblèrent déstabilisés. Le lendemain, ils revinrent avec des conditions bien plus raisonnables. Le partenariat fut signé aux conditions de NovaCorp. Julien regardait Thomas avec une haine à peine dissimulée. Mais Alexandre lui mit la main sur l'épaule. « Bien joué. Très bien joué. » Les mois passèrent. Thomas gagnait en confiance et en compétence. Alexandre lui confiait de plus en plus de responsabilités. Mais la santé du PDG déclinait visiblement. Il toussait souvent, avait perdu beaucoup de poids, paraissait épuisé après chaque réunion. Un matin de juin, Alexandre convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Tous les cadres dirigeants étaient présents. L'atmosphère était tendue. « J'ai une annonce à faire. Mes médecins m'ont confirmé que mon cancer est en phase terminale. J'ai au mieux quelques mois devant moi. Il est temps d'organiser ma succession. » Le silence était absolu. Julien se redressa sur sa chaise, un sourire carnassier aux lèvres. C'était le moment qu'il attendait.
Comme vous le savez tous, j'ai passé ces derniers mois à former Thomas Martinez pour qu'il prenne ma place. Je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour diriger Novacorp après ma mort. L'explosion fut immédiate. Julien bondit de sa chaise. C'est inacceptable. Ce type n'a aucune légitimité. Il est ici depuis 6 mois à peine. Tu ne peux pas confier une entreprise de 3 milliards à un ancien livreur. Les autres membres du conseil murmuraient entre eux, visiblement choqués. Seuls quelques-uns, ceux qui avaient travaillé directement avec Thomas, semblaient réservés. Alexandre leva la main pour réclamer le silence. Thomas a prouvé sa valeur. Il a du cœur, de l'intelligence et surtout, il comprend que cette entreprise n'existe pas pour enrichir quelques actionnaires, mais pour créer de la valeur pour tous. Julien ricana. De la valeur pour tous. Tu es devenu un rêveur sentimental, Alexandre. Le business, c'est faire de l'argent, point final. Et tu veux le confier à quelqu'un qui va le transformer en œuvre de charité. Thomas sentit tous les regards se tourner vers lui. Il prit une grande inspiration et se leva. Vous avez raison sur un point, monsieur Moreau. Je ne suis qu'un ancien livreur. Je n'ai pas vos diplômes, pas votre expérience, mais j'ai travaillé pendant 10 ans pour des patrons qui me traitaient comme un chien. J'ai vu ce que ça fait d'être considéré comme remplaçable, invisible, et je refuse de diriger une entreprise de cette façon. Il marqua une pause, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. Monsieur Leblanc m'a donné une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. Pas parce que je suis exceptionnel, mais parce que je suis humain. Parce que je comprends que derrière chaque employé, il y a une vie, une famille, des rêves. Si vous pensez que ça fait de moi un faible, alors oui, je suis faible, mais je préfère être faible avec de l'humanité que fort sans âme. Le silence qui suivit fut pesant. Certains membres du conseil baissèrent les yeux, mal à l'aise. Alexandre souriait faiblement. La décision est prise. Thomas sera mon successeur. Ceux qui ne peuvent pas l'accepter sont libres de démissionner. Julien se leva, le visage rouge de colère. Tu fais une terrible erreur, Alexandre, et je te promets que je ferai tout pour l'empêcher. Il sortit en claquant la porte. 2 autres membres du conseil le suivirent, mais la majorité resta. Certains parce qu'ils respectaient la décision d'Alexandre, d'autres parce qu'ils attendaient de voir Thomas échouer. Les semaines suivantes furent un enfer. Julien lança une campagne de déstabilisation en règle. Il contacta les médias, révéla le passé de Thomas, le présenta comme un imposteur incompétent. Les journaux s'en donnèrent à cœur joie. Un livreur à la tête de Novacorp. Le PDG a-t-il perdu la raison? Thomas vit sa vie privée étalée dans les journaux, des photos de son ancien appartement minable, des interviews de son ancien chef qui le décrivait comme un employé moyen, des experts en management qui critiquaient le choix d'Alexandre. Il reçut des lettres de menaces, des emails haineux. Sur les réseaux sociaux, on le traitait de tous les noms. Parasite, profiteur, usurpateur. La pression était insoutenable. Un soir, Thomas craqua. Il rentra chez lui, s'assit sur son lit et pleura. Pleura de frustration, d'épuisement, de doute. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'il n'était qu'un imposteur. Son téléphone sonna. Alexandre. Allume la télévision. Chaîne 5. Thomas obéit. Un talk-show économique. Et là, assis face au présentateur, Alexandre Leblanc. Amaigri, pâle, mais le regard toujours aussi perçant. Le présentateur posa la question que tout le monde se posait. « Monsieur Leblanc, beaucoup s'interrogent sur votre choix. Pourquoi Thomas Martinez? Pourquoi pas quelqu'un de plus qualifié ?» Alexandre se pencha en avant. Parce que les qualifications ne font pas un leader. Le caractère fait un leader. J'ai bâti Novacorp en croyant que le succès en affaires et l'humanité étaient compatibles. Thomas représente cette vision. Il n'est pas parfait, il fait des erreurs. Mais il a quelque chose que beaucoup ont perdu en grimpant l'échelle du pouvoir. Il se souvient d'où il vient. Le présentateur insista. Mais n'est-ce pas du sentimentalisme? Une entreprise a besoin de compétences, pas de bons sentiments. Alexandre sourit tristement. J'ai un cancer en phase terminale. Je serai mort dans quelques mois. J'aurais pu choisir n'importe qui pour me succéder. J'aurais pu choisir quelqu'un qui maximiserait les profits, qui licencierait des milliers de personnes pour améliorer les marges. Mais à quoi bon? Mon héritage, ce n'est pas l'argent que j'ai gagné. C'est les vies que j'ai touchées. Et je veux que cet héritage continue. Il marqua une pause, sa voix se faisant plus forte malgré sa faiblesse physique. Thomas Martinez n'est pas un saint, mais c'est quelqu'un qui comprend la valeur d'un geste de bonté, qui sait ce que c'est que de lutter pour survivre. Et c'est exactement le type de personne dont cette entreprise a besoin. Pas un requin en costume, un être humain. L'intervention fit l'effet d'une bombe. Le lendemain, les médias changèrent de ton.
Des employés de Novacorp commencèrent à témoigner publiquement, racontant comment Thomas avait amélioré leurs conditions de travail, écouté leurs problèmes, mis en place la crèche d'entreprise. Céline, la jeune mère célibataire, donna une interview émouvante. Avant Thomas, je devais choisir entre mon travail et ma fille. Maintenant, je peux faire les deux. Il ne m'a jamais regardé de haut. Il m'a traité comme un être humain, pas comme un numéro. D'autres témoignages suivirent. L'opinion publique bascula. Les mêmes journaux qui critiquaient Thomas quelques jours plus tôt le présentaient maintenant comme un symbole d'espoir, la preuve qu'on pouvait réussir sans perdre son humanité. Mais Julien n'avait pas dit son dernier mot. Il organisa une réunion secrète avec plusieurs actionnaires importants. Son plan était simple, profiter de la maladie d'Alexandre pour prendre le contrôle du conseil d'administration, puis évincer Thomas dès qu'Alexandre serait mort. Thomas découvrit le complot par hasard. Un des actionnaires, un vieil ami d'Alexandre nommé Pierre Durand, vint le voir. « Il faut que tu saches, Julien prépare un coup. Il a convaincu au moins 6 membres du conseil de voter contre toi dès qu'Alexandre ne sera plus là pour te protéger. » Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce travail, tous ces efforts pour se faire éjecter au moment crucial. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Pierre haussa les épaules. « Te battre. Prouver que tu mérites ta place. Alexandre t'a donné les outils. À toi de montrer que tu sais t'en servir. » Thomas passa la nuit à réfléchir. Alexandre lui avait appris que le pouvoir ne se donnait pas, il se prenait, mais pas par la force, par la démonstration de sa valeur. Le lendemain, Thomas convoqua une réunion de tous les chefs de département. Il présenta un plan qu'il avait développé en secret depuis des semaines. Un plan pour restructurer Novacorp, non pas en licenciant, mais en redéployant les talents, en investissant dans la formation, en créant de nouveaux départements axés sur les technologies vertes. Les chiffres étaient solides, les projections optimistes mais réalistes. Et surtout, le plan montrait une vision à long terme qui impressionna même les plus sceptiques. Julien assista à la présentation, le visage fermé. Il ne pouvait pas critiquer ouvertement un plan aussi bien ficelé sans passer pour un saboteur. À la fin de la réunion, plusieurs chefs de département vinrent serrer la main de Thomas. Ils voyaient enfin en lui non pas un imposteur, mais un vrai leader. En septembre, Alexandre fut hospitalisé. Son état se dégradait rapidement. Thomas lui rendait visite tous les jours après le travail. Le grand homme n'était plus que l'ombre de lui-même, relié à des machines qui le maintenaient en vie. Un soir, Alexandre lui fit signe d'approcher. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Thomas, j'ai quelque chose à te dire. » Thomas se pencha, retenant ses larmes. « Le jour où je t'ai rencontré, ce n'était pas un hasard. J'avais déjà fait des recherches sur toi. Ton ancien chef m'avait parlé de toi. Disait que tu étais le meilleur livreur qu'il ait jamais eu. Toujours à l'heure, toujours professionnel. Je voulais voir par moi-même quel genre d'homme tu étais. » Thomas écarquilla les yeux. « Vous saviez déjà qui j'étais ?» Alexandre sourit faiblement. « Je savais que tu étais honnête dans ton travail, mais je voulais savoir si tu l'étais aussi dans ton cœur. Quand tu m'as donné ce sandwich, j'ai su que j'avais trouvé la bonne personne. » Il toussa, grimaçant de douleur. « Ne me déçois pas, Thomas. Fais de Novacorp une entreprise dont les employés seront fiers, pas juste une machine à profit. Je vous le promets. » Alexandre ferma les yeux, épuisé. Thomas resta à ses côtés jusqu'à ce que les infirmières le prient de partir. 3 jours plus tard, Alexandre Leblanc décéda paisiblement dans son sommeil. Il avait 62 ans. Les funérailles réunirent des milliers de personnes. Employés, partenaires, concurrents, tous vinrent rendre hommage à un homme qui avait marqué le monde des affaires. Thomas prononça l'éloge funèbre, la voix tremblante. « Alexandre Leblanc m'a sauvé la vie. Pas parce qu'il m'a donné de l'argent ou du pouvoir, mais parce qu'il m'a montré que je pouvais être plus que ce que le monde attendait de moi. Il m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les vies qu'on touche. » Il regarda l'assemblée, les yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur de son héritage, mais je vous promets une chose. Je me battrai chaque jour pour honorer sa mémoire, pour faire de Novacorp une entreprise qui traite ses employés avec dignité. Une entreprise qui réussit sans sacrifier son humanité. » Les applaudissements furent longs et nourris. Même Julien, dans le fond de la salle, dut reconnaître que Thomas avait touché les cœurs. Mais le vrai test vint quelques jours plus tard, lors de la lecture du testament. Dans la salle de réunion bondée, le notaire ouvrit l'enveloppe scellée. « Je, sous-signé Alexandre Leblanc, saint d'esprit et de corps au moment de la rédaction de ce testament, lègue la totalité de mes parts
dans NovaCorp Industries, soit 52% du capital, à Thomas Martinez, à condition qu'il accepte le poste de PDG et s'engage à diriger l'entreprise pendant au moins 5 ans. Le choc fut total. Thomas héritait non seulement de la position, mais aussi de la majorité des parts. Il devenait l'actionnaire principal. Julien blêmit. Son plan s'effondrait. Le notaire continua. À Julien Moreau, je lègue la somme de 5 millions d'euros, à condition qu'il quitte immédiatement l'entreprise et ne cherche plus jamais à y exercer une influence. Julien serra les poings. 5 millions. C'était une fortune, mais c'était aussi une humiliation publique. Un prix pour son départ. Il avait perdu. À tous mes employés qui ont travaillé pour NovaCorp pendant plus de 10 ans, je lègue une prime équivalente à 6 mois de salaire, en remerciement de leur loyauté. Des murmures de surprise parcoururent l'assemblée. Alexandre n'avait pas oublié ceux qui l'avaient soutenu. Le reste de mes biens personnels sera distribué selon les modalités détaillées dans l'annexe B. Le notaire referma le document. Le silence était assourdissant. Puis, lentement, les employés présents commencèrent à applaudir. Céline, la jeune mère, pleurait ouvertement. D'autres se levèrent pour féliciter Thomas. Julien quitta la salle sans un mot, le visage décomposé. Sa tentative de prise de pouvoir avait échoué. Il ne lui restait plus qu'à partir avec son chèque de 5 millions, battu par un homme qu'il avait méprisé. Le premier jour de Thomas en tant que PDG officiel fut étrange. Il s'assit dans le grand bureau qui avait été celui d'Alexandre. La vue sur la ville était toujours aussi impressionnante. Mais maintenant, il se sentait à sa place. Plus comme un imposteur, mais comme quelqu'un qui avait gagné sa légitimité. Il passa les premières semaines à mettre en œuvre son plan de restructuration. Il augmenta les salaires des employés les moins bien payés, créa un programme de formation continue, lança des projets ambitieux dans les énergies renouvelables. Les premiers trimestres furent soit difficiles. Les profits baissèrent légèrement à cause des investissements. Certains actionnaires grognèrent. Mais Thomas tint bon. Il savait qu'il construisait pour le long terme, pas pour le bénéfice trimestriel. Et lentement, très lentement, les résultats vinrent. Les employés plus motivés étaient plus productifs. Les nouveaux départements commençaient à générer des revenus. La réputation de NovaCorp changeait. On ne parlait plus d'une entreprise dirigée par la cupidité, mais d'une entreprise modèle en termes de responsabilité sociale. Les journaux, qui avaient critiqué Thomas, écrivaient maintenant des articles élogieux. Forbes le mit en couverture avec le titre « Le PDG qui a commencé comme livreur ». Mais Thomas ne se laissa jamais griser par le succès. Chaque matin, en arrivant au bureau, il pensait à ce sandwich qu'il avait donné à un mendiant un matin de novembre, ce simple geste de bonté qui avait changé sa vie. Il créa une fondation au nom d'Alexandre Leblanc, dédiée à aider les jeunes des quartiers défavorisés à accéder à l'éducation et à l'emploi. Il investit personnellement des millions dans ce projet. 1 an après la mort d'Alexandre, Thomas retourna dans son ancien quartier. Il marcha dans les rues qu'il avait parcourues pendant 10 ans comme livreur. Il s'arrêta devant son ancien immeuble, leva les yeux vers la fenêtre du 5e étage où il avait vécu. Une femme le reconnut, Madame Dubois, son ancienne voisine. « Thomas, c'est vraiment toi? J'ai vu ton interview à la télé. Mon Dieu, tu es devenu célèbre. » Thomas sourit. « Je suis juste Thomas, Madame Dubois, juste quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. » « De la chance? Tu as travaillé comme un fou pendant des années. Tu mérites tout ce qui t'arrive. » Ils bavardèrent quelques minutes, puis Thomas continua son chemin. Il se rendit à l'endroit exact où il avait rencontré Alexandre déguisé en mendiant. Le mur était toujours là. Des gens passaient, pressés, indifférents. Thomas s'assit par terre, dos contre le mur, comme l'avait fait Alexandre. Il observa les passants. Combien parmi eux auraient aidé un mendiant? Combien auraient donné leur repas? Un jeune homme s'arrêta devant lui, confus. « Monsieur Martinez, que faites-vous par terre ?» Thomas leva les yeux. C'était un stagiaire de NovaCorp. Je me rappelle d'où je viens. C'est important de ne jamais oublier. Il se releva et pousseta son costume à 3 000 €. Allez, on retourne au bureau. On a du travail. 2 ans après la mort d'Alexandre, NovaCorp avait doublé sa valeur. Les bénéfices étaient au plus haut, mais ce qui rendait Thomas le plus fier, c'était le taux de satisfaction des employés. 95%, le plus élevé du secteur. Il avait transformé l'entreprise, non pas en la dirigeant avec une poigne de fer, mais en traitant chaque employé avec respect et dignité, en écoutant leurs problèmes, en investissant dans leur bien-être. Les autres entreprises commençaient à copier son modèle. Les écoles de commerce enseignaient le cas NovaCorp,
comme exemple de leadership humaniste. Thomas donnait régulièrement des conférences, toujours avec le même message. Le succès en affaires et l'humanité ne sont pas incompatibles. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, il reçut un email étrange. Pas d'expéditeur identifiable, juste une phrase. Merci d'avoir continué ce que j'ai commencé. Thomas fronça les sourcils. Qui avait envoyé ça? Il cliqua pour répondre, mais l'adresse était invalide. Un frisson parcourut son échine. Alexandre? Non, c'était impossible. Mais en même temps, c'était exactement le genre de choses qu'Alexandre aurait fait. Programmer un email pour être envoyé 2 ans après sa mort. Un dernier message pour rappeler à Thomas sa mission. Thomas sourit, les larmes aux yeux. Il regarda par la fenêtre, vers la ville illuminée. Je continue, Alexandre, je te le promets. Les années passèrent. Thomas ne se maria jamais, n'eut pas d'enfant. Novacorp était devenu sa famille. Chaque employé, chaque projet, chaque défi était une partie de lui. À 40 ans, il était reconnu comme l'un des PDG les plus influents de sa génération. Mais il n'avait jamais oublié ce qu'il était avant. Chaque année, le jour anniversaire de sa rencontre avec Alexandre, il se déguisait et allait dans les rues aider les sans-abri. Pas pour la publicité, juste parce que c'était juste. Un jour, un jeune journaliste l'interviewa pour un documentaire. « Monsieur Martinez, si vous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose ?» Thomas réfléchit longuement. « Non, chaque épreuve, chaque difficulté m'a construit. Si je n'avais pas été livreur pendant 10 ans, je ne comprendrais pas ce que vivent mes employés. Si je n'avais pas connu la pauvreté, je ne saurais pas la valeur de l'argent. Si je n'avais pas donné ce sandwich à Alexandre, je ne serais pas ici. » Il marqua une pause. On me demande souvent quel est le secret de mon succès. La réponse est simple. Je traite les gens comme j'aurais voulu être traité quand j'étais livreur. Avec respect, avec dignité, avec humanité. Le secret de la réussite n'est pas dans les diplômes ou les relations. Les diplômes ouvrent des portes. Les relations créent des opportunités. Mais c'est le caractère qui détermine ce que vous faites une fois la porte ouverte. Alexandre m'a donné une chance parce qu'il a vu mon caractère, pas mon CV. Le documentaire fit le tour du monde. Des millions de personnes furent inspirées par l'histoire de Thomas. L'histoire du livreur devenu PDG. L'histoire qui prouvait que la bonté était récompensée, que l'humanité avait sa place dans le monde des affaires. Mais Thomas savait la vérité. Il n'était pas exceptionnel. Il avait juste eu la chance de croiser le chemin d'un homme qui avait vu en lui ce que personne d'autre n'avait vu. Et il avait eu le courage de saisir cette chance. 10 ans après la mort d'Alexandre, Thomas inaugura le nouveau siège de Novacorp. Un bâtiment écologique avec des espaces verts, une crèche, une salle de sport, une cantine bio. Tout ce qu'Alexandre aurait aimé. Sur le mur du hall d'entrée, il fit installer une plaque de bronze avec une photo d'Alexandre et une citation. Le vrai succès ne se mesure pas à l'argent que vous gagnez, mais aux vies que vous touchez. Alexandre Leblanc. En dessous, une autre plaque, plus petite. À l'homme qui m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. À Alexandre, qui a prouvé que la bonté n'est jamais une faiblesse. Thomas Martinez. Le jour de l'inauguration, Céline était présente. Elle était maintenant directrice du département ressources humaines. Sa fille avait 14 ans et rêvait de devenir PDG comme Thomas. Elle s'approcha de lui, émue. « Tu as changé tant de vies, Thomas. La mienne, celle de ma fille, celle de milliers d'employés. » Thomas secoua la tête. « Ce n'est pas moi, c'est Alexandre. Je ne fais que continuer son œuvre. » « Non, Alexandre a vu ton potentiel, mais c'est toi qui as fait le travail, toi qui as transformé Novacorp, toi qui as prouvé que l'humanité et le succès peuvent coexister. » Cette nuit-là, seul dans son bureau, Thomas repensa à tout le chemin parcouru. Du livreur anonyme au PDG respecté. De l'homme qui survivait à peine à celui qui changeait des vies. Et tout avait commencé avec un sandwich. Un simple sandwich donné à un mendiant un matin de novembre. Il sortit de son portefeuille une photo jaunie. Alexandre et lui, prise quelques semaines avant la mort du PDG. 2 hommes, si différents, unis par une vision commune. Celle d'un monde des affaires plus humain. Merci, Alexandre, pour tout. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation où un simple geste de bonté a changé votre vie? Auriez-vous donné votre repas à ce mendiant? Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons.
que les apparences sont trompeuses et que sous les haillons d'un mendiant peut se cacher un homme d'exception. Mais surtout, elle nous rappelle que nos actions, même les plus petites, peuvent avoir des conséquences inimaginables. Thomas n'était pas spécial. Il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait juste été humain dans un monde qui avait oublié comment l'être. Et cette simple humanité avait suffi à changer sa vie et celle de milliers d'autres. Alors la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans le besoin, demandez-vous « Et si c'était votre chance ?» Et si ce geste simple que vous êtes sur le point de faire allait bouleverser votre existence? On ne sait jamais qui se cache derrière le masque de la pauvreté. On ne sait jamais quelle opportunité se présente déguisée en épreuve. Dites-le nous en commentaire. Avez-vous déjà aidé quelqu'un sans rien attendre en retour? Comment cette expérience vous a-t-elle marqué? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines histoires vraies et inspirantes. Activez la cloche de notification pour être averti dès la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, vous rappellera que la bonté existe encore dans ce monde et qu'elle est toujours récompensée d'une façon ou d'une autre. La vie vous rendra toujours ce que vous donnez, parfois de manière inattendue, parfois de manière extraordinaire, mais elle vous le rendra. Soyez bon, soyez généreux, soyez humain, car au final, c'est tout ce qui compte vraiment.